Voici deux générations qui ont grandi dans des mondes si différents qu'elles semblent avoir développé des psychologies presque incompatibles. De l'un côté, ceux qui ont grandi dans les années 1970, une génération façonnée par l'autonomie, le silence et la liberté non supervisée. De l'autre, ceux nés après 2000, qui ont grandi avec un smartphone entre les mains avant même de savoir lire correctement. La différence ne réside pas seulement dans la technologie. Elle se trouve dans la façon dont ces deux générations pensent, réagissent au stress, gèrent l'échec et construisent leur identité. Et les données révèlent quelque chose de fascinant sur ce qui arrive au cerveau humain quand on grandit avec ou sans écran constant. La première partie est l'autonomie par le travail. Commençons par un chiffre qui illustre parfaitement cette différence. En 1979, environ 500% des adolescents américains de 16 à 19 ans participaient au marché du travail. C'était le pic historique de l'emploi adolescent. Ces jeunes ne travaillaient pas pour enrichir un CV ou obtenir une bourse universitaire. Ils travaillaient pour une raison simple: gagner leur propre argent et s'acheter ce qu'ils voulaient. Aux États-Unis, au Canada et en France, la tendance était similaire. En France, le taux d'emploi des 15 à 24 ans atteignait 54% en 1975. Ces adolescents occupaient des emplois dans les stations-service, les épiceries, les restaurants. Ils pointaient, géraient des clients difficiles, tenaient une caisse, fermaient la boutique. Ce n'était pas un stage encadré par des adultes bienveillants, c'était du vrai travail, avec de vraies responsabilités. Ce qui est remarquable, c'est que cette expérience a créé quelque chose de psychologiquement puissant, une confiance précoce en leur capacité à naviguer dans le monde des adultes. Quand un problème surgissait au travail, ils ne pouvaient pas appeler leurs parents. Ils devaient trouver une solution. Cette autonomie forcée a construit un état d'esprit que beaucoup portent encore aujourd'hui. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. En 2010, ce taux est descendu à 35%. En 2020, pendant la pandémie, il a atteint son plus bas niveau historique, 200%. Même aujourd'hui, en 2024, il ne s'est remonté qu'à environ 300%. C'est une chute de presque 20 points de pourcentage par rapport aux années 1970. Pourquoi ? Plusieurs raisons convergent. D'abord, l'allongement des études. En octobre 2015, environ 70% des diplômés du secondaire étaient inscrits à l'université, contre moins de la moitié en 1959. Plus d'adolescents restent à l'école l'été, 42% en juillet 2016 contre seulement 10% en juillet 1955. Ensuite, l'automatisation. Les caisses automatiques ont remplacé les caissiers. Des emplois comme ceux chez Blockbuster Vidéo ont tout simplement disparu. Et finalement, la concurrence. En 2015, le nombre de personnes de 55 ans et plus employées était environ 7 fois supérieur au nombre d'adolescents de 16 à 19 ans dans les secteurs qui employaient traditionnellement des jeunes. La génération des années 1970 a grandi dans un contexte particulier. La plupart ont été élevés par des parents qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale ou qui étaient nés juste après. Ces parents portaient en eux un état d'esprit de survie et de résilience. Ils ne parlaient pas beaucoup de leurs difficultés, ils ne se plaignaient pas, ils survivaient. Et ils ont transmis cet état d'esprit à leurs enfants sans même s'en rendre compte. Cette génération a aussi connu des événements qui les ont forcés à s'adapter. Prenez la crise pétrolière de 1973. Le 16 octobre 1973, l'OPEP a augmenté le prix du baril de brut de 70%. Quelques jours plus tard, un embargo total a été imposé sur les livraisons aux États-Unis. En décembre 1973, le prix du baril était passé de 2,59 $ à 1,65 $. Il avait quadruplé. En novembre, le coût du carburant avait augmenté de 40% en un seul mois. Pour les adolescents de l'époque qui venaient d'acheter leur première voiture d'occasion avec l'argent économisé pendant des mois, c'était un choc. Mais ils ont fait avec. Ils ont adapté leurs habitudes, roulé moins, trouvé des solutions. Ce type d'expérience leur a appris que les problèmes sont normaux et qu'on peut y faire face. Leur vie sociale se déroulait dans des lieux physiques réels. Les cinémas drive-in, par exemple, étaient au cœur de la culture adolescente. À leur apogée dans les années 1950 et 1960, il y avait environ 4000 à 4600 drive-in aux États-Unis. En 1970, il en restait encore 3750. En 1980, 3504.
car était un lieu où les adolescents apprenaient à naviguer dans des situations sociales complexes. Qui était là, avec qui, quelle voiture reconnaître. Ils développaient une intelligence sociale sophistiquée parce qu'ils devaient lire les situations en temps réel, sans filet de sécurité numérique. Psychologiquement, ces années ont créé des adultes avec une forte tolérance au temps non structuré. Ils pouvaient passer des heures sans rien faire de particulier, rouler au hasard, s'asseoir dans un parking à discuter jusqu'à 2 heures du matin. Personne ne paniquait face à l'ennui. Ils ont appris que le temps vide n'est pas une crise à résoudre immédiatement. Des études montrent que les personnes qui ont vécu régulièrement des périodes sociales non structurées à l'adolescence ont une identité plus forte et une meilleure régulation émotionnelle à l'âge adulte. Passons maintenant à la génération née après 2000. Les chiffres sur leur consommation d'écran sont stupéfiants. En France, en 2022, les enfants de 7 à 12 ans passaient en moyenne 3 heures et 30 minutes par jour devant un écran. Les adolescents de 13 à 19 ans, plus de 5 heures par jour. Certaines études récentes montrent même des durées allant jusqu'à 7h22 minutes par jour pour cette tranche d'âge. Aux États-Unis, c'est encore plus marqué. Les 13 à 18 ans passent en moyenne 7h22 minutes par jour devant des écrans. La génération Z dans son ensemble, incluant les jeunes adultes, passe environ 9 heures par jour devant un écran, soit environ 2 heures de plus que l'américain moyen. Et ce n'est pas stable. Entre 2011 et 2022, le temps d'écran a augmenté de 15 minutes chez les 1 à 6 ans, de 45 minutes chez les 7 à 12 ans et de près d'1 heure chez les 13 à 19 ans. Cette augmentation est constante et elle s'accélère. Qu'est-ce que ça fait au cerveau ? Les données montrent des impacts mesurables. 39% de la génération Z estiment que leur santé mentale est inférieure à la moyenne. Près d'un tiers déclarent ressentir du stress et de l'anxiété à cause du scrolling et des comparaisons en ligne. Chez les 12 à 17 ans passant au moins 4 heures par jour devant un écran, on observe des symptômes liés à l'anxiété. Le temps d'écran impacte aussi le sommeil. 0. Il maintient les adolescents éveillés au moins 3 nuits par semaine en moyenne. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est un épuisement cognitif. Leur esprit absorbe en une journée plus d'informations que les jeunes des années 1970 en une semaine entière. Les réseaux sociaux créent une pression constante de comparaison. Ils se sentent à la traîne même quand ils vont bien. Leur cerveau ne se repose jamais pleinement parce que le téléphone ne cesse jamais d'appeler à l'attention. Et voici le paradoxe. 0,66% de la génération Z estime consommer trop de médias. Ils sont conscients du problème. Mais la structure même de leur environnement rend difficile de s'en extraire. Les notifications, les algorithmes, la peur de manquer quelque chose, tout est conçu pour maintenir leur attention captive. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la façon dont ces deux générations fonctionnent psychologiquement ? La génération des années 1970 a développé ce qu'on pourrait appeler une résilience par défaut. Ils ont grandi dans un monde qui ne les protégeait pas constamment. Ils ont fait des erreurs sans que celles-ci soient documentées en ligne pour toujours. Ils ont vécu des rejets, des échecs, des chagrins d'amour, sans pouvoir se réfugier dans un écran pour échapper à l'inconfort. Cette exposition directe à l'adversité a créé une forme d'antifragilité zéro. Non seulement ils rebondissent après les difficultés, mais ils en deviennent plus forts. Ils ont aussi développé une identité qui leur appartenait vraiment. Ils découvraient qui ils étaient sans qu'Internet ne le leur dicte. Leurs chambres étaient des sanctuaires privés où ils pouvaient construire leur sens de soi sans audience permanente. Ils écrivaient dans des journaux intimes cachés sous le matelas. Ils passaient des heures à écouter des albums en entier, lisant chaque mot des notes. Cette intimité forcée leur a permis de développer un sens de soi solide et indépendant. La génération post-2000, en revanche, grandit dans un monde de visibilité constante. Ils construisent leur identité sous le regard permanent des autres. Chaque erreur peut être capturée, partagée, commentée. Cette pression crée une anxiété de performance permanente. Ils sont intelligents, créatifs, ouverts d'esprit, mais aussi épuisés d'une façon qu'aucune génération précédente n'a eu à affronter. Ce n'est pas qu'une génération est meilleure que l'autre, c'est que le contexte dans lequel chacune a grandi a façonné des cerveaux fondamentalement différents.
La génération 1970 a appris la patience, la gratification différée, l'autonomie par nécessité. La génération post-2000 apprend la vitesse, la connexion instantanée, mais au prix d'une surcharge cognitive constante. Les données nous montrent quelque chose de clair. La façon dont nous grandissons façonne profondément qui nous devenons. La génération des années 1970 a bénéficié d'un contexte unique, un moment dans l'histoire où les adolescents avaient une autonomie réelle, des responsabilités précoces et l'espace pour construire une identité en privé. Environ 50% d'entre eux travaillaient, ce qui leur donnait une confiance précoce dans leur capacité à naviguer dans le monde adulte. Aujourd'hui, avec seulement 38% des adolescents qui travaillent et une moyenne de 7 heures par jour devant un écran, nous assistons à la construction d'une psychologie différente. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une observation factuelle sur ce qui arrive quand on change radicalement l'environnement dans lequel les jeunes grandissent. La question n'est pas quelle génération a eu la vie la plus dure, c'est de comprendre comment ces différences façonnent notre façon de penser, de gérer le stress et de construire notre identité. Parce qu'en comprenant cela, peut-être pouvons-nous créer un environnement qui prend le meilleur des deux mondes, l'autonomie et la résilience des années 1970, combinées aux opportunités et à la connectivité de l'ère numérique. Et vous, à quelle génération appartenez-vous ? Comment votre enfance a-t-elle façonné la façon dont vous naviguez dans le monde aujourd'hui ? Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez plutôt dans la génération des années 80 ou dans celle d'aujourd'hui. Et surtout, qu'est-ce que l'autre génération devrait mieux comprendre selon vous ?